Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à un projet grandiose et ambitieux, un projet concernant le développement des universités égyptiennes. Il s'agit d'un projet de développement de 27 universités égyptiennes déjà existantes, dont le coût s'élève à 36 milliards de livres égyptiennes, et il s'agit aussi de la création de 13 nouvelles universités sur des bases éducatives tout à fait nouvelles, notamment dans la période post-Covid qui a donné lieu à de nouvelles plateformes et à de nouvelles expériences. Donc, il s'agit d'un projet ambitieux, un projet dont les détails seront relatés par nos invités en ligne, des professeurs universitaires, pour parler de leurs aspirations et pour parler des entraves ayant été surmontées. Mais avant, il faut dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a exprimé l'aspiration de l'Égypte à poursuivre la coopération fructueuse avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de la BERD à l'appui des objectifs et des priorités de développement du pays. Al-Sisi a tenu ses propos hier lors d'une rencontre avec la présidente de la BERD, Basso. Les détails avec Perihan Farou. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, Dr Khaled Abdel Ghaffar, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Khaled Abdel Ael, gouverneur du Caire, le général Amir Saïd Ahmad, conseiller au président de la République pour l'urbanisme, et le général de division Ahmad Amin, conseiller du président de la République pour les affaires financières, et Dr Mahmoud El Matini, président de l'université d'Ain Shams. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion portait sur le suivi des efforts de l'État pour développer les universités publiques. Le président a ordonné de fournir un soutien total au système éducatif public pour atteindre la qualité de l'éducation visée en élargissant les projets nationaux pour le système universitaire public au niveau des gouvernorats de la République. Dans ce contexte, le président a donné ses directives pour le développement de la zone des hôpitaux universitaires d'Ain Shams et sa restructuration complète dans le cadre de la création de la ville médicale de cette université, tout en fournissant les allocations financières nécessaires pour ce projet vital qui desservira également des milliers de patients. Dr Khaled Abdel Ghaffar a passé en revue les projets actuels et futurs dans les universités publiques qui comptent 427 projets pour un coût d'environ 36 milliards de livres répartis dans 27 universités gouvernementales au niveau des gouvernorats de la République. Dans ce contexte, le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté la position exécutive pour développer la zone du secteur hospitalier universitaire d'Ain Shams qui s'étendra sur une superficie de 57 faidans et vise à étendre et à améliorer le service fourni aux patients. Le projet comprend l'aménagement du palais d'Emerdesh Pacha, l'amélioration de l'efficacité des installations médicales actuelles et la création de nouveaux hôpitaux d'urgence. Le ministre a également présenté le plan de création d'un certain nombre d'universités gouvernementales au niveau de la République, y compris la ville d'Abu Roudès dans le gouvernorat de Sinaï du Sud et la ville d'Hurghada dans le gouvernorat de la Mer Rouge, ainsi que l'avancement des universités privées affiliées à des universités publiques. Comme on l'a dit, d'un grand projet, un projet grandiose, un projet dont les détails sont adressés et sont consacrés à l'évolution de l'enseignement, à la création d'une meilleure génération, au développement de l'être égyptien, si on peut le dire. Il s'agit d'épanouir les jeunes, il s'agit d'exploiter leurs ressources et leur potentiel.
Avant de retrouver notre invité, nous allons jeter la lumière sur nos contacts et nos efforts avec la Banque mondiale pour financer différents projets, y compris la BERD. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé l'aspiration de l'Égypte à poursuivre la coopération fructueuse avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, à l'appui des objectifs et des priorités de développement du pays. El-Sisi a tenu ses propos lors d'une rencontre avec la présidente de la BERD, Odile Renaud-Bassou, en présence de la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Mashad. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a félicité Mme Renaud-Bassou, étant la première femme à occuper le poste de présidente de la BERD, exprimant l'appréciation de l'Égypte pour les relations distinguées avec la banque, en particulier à la lumière du rôle important qu'elle a joué pendant les dernières années en tant que partenaire dans la réussite du processus de développement dans le pays. Pour sa part, la présidente de la BERD a tenu à ce que l'Égypte soit le premier pays qu'elle visite dans le cadre de sa tournée dans la région, exprimant la fierté de la banque quant aux relations de coopération étroite et fructueuse avec le pays et ses différentes institutions financières. Madame Renaud-Bassou a salué la réussite de l'Égypte à mettre en œuvre son ambitieux programme de réforme économique qui a contribué à la reprise de l'économie et à l'augmentation des taux de croissance et des investissements étrangers directs. La présidente de la BERD a affirmé l'attachement de la banque à étendre ses activités en Égypte et à mettre en place plus de projets de développement pour aider à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable, la vision de l'Égypte 2030. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Hana Fahmy, professeur à la Faculté des Lettres à l'Université du Caire. Dr Hana Fahmy, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, Maha, comment allez-vous? Ça va très bien. Docteur Hana Fahmy, vous êtes professeur ayant une expérience très riche et vous avez parcouru une longue trajectoire dans le domaine de l'enseignement universitaire. Comment évaluez-vous tout d'abord les entraves ou les problèmes que vous souhaitez voir éliminés au seuil d'une nouvelle époque universitaire, d'une nouvelle époque de l'enseignement universitaire? Écoutez, j'estime personnellement qu'il y a un effort à faire avant même d'entamer les études universitaires. Il faut préparer d'une manière tout à fait spéciale les étudiants, surtout ceux qui ont un bon potentiel. Il faut les préparer dès le stade secondaire. Il faut qu'ils soient cultivés. Et je pense d'ailleurs qu'il y a déjà des écoles qui sont dévouées à la cause des étudiants qu'il faut promouvoir. Et ce sont les premiers de classe, par exemple. Et il y a des écoles qui sont justement formées pour que ceux qui sont vraiment susceptibles d'avoir un avenir universitaire brillant soient pris en compte dès le stade secondaire, pré-universitaire. Une fois à l'université, il y a bien sûr des pas à faire et une manière de les prendre en main pour enrichir ce que peut donner leur potentiel. Docteur Hana Fahmy, l'État envisage un projet très ambitieux, un projet concernant le développement
de 27 universités égyptiennes, un projet dont le coût s'élève à 36 milliards de livres égyptiennes. Quels sont les aspects de ce grand projet, c'est-à-dire dans quelle manière ces universités seront développées? Je pense que le cadre des professeurs qui vont enseigner dans ces universités doit être choisi, trié sur le volet. Parce que tel professeur, tel étudiant, les étudiants seront pris en main par un choix de professeurs formés de façon à ce que ces étudiants, ces futurs médecins, avocats, etc. Je crois que vous parlez surtout de médecine. Bien, d'abord, il faut veiller à ce que leur niveau linguistique soit bon, car jusqu'à présent, on enseigne dans les facultés de médecine, de pharmacie, etc., en anglais. Je ne sais pas si parmi ces universités, il y en aura qui seront francophones, mais aussi, même dans les universités qui dépendent des gouvernorats, qui dépendent du gouvernement, il faut que ces étudiants aient un bon niveau linguistique pour pouvoir lire toute la littérature médicale et ce qu'ils vont en retirer dans leur propre façon d'exercer la médecine, la pharmacie, etc. Docteur Hana Fahmi, le monde a changé, les jeunes ont changé et il y a l'incorporation de la technologie partout. Est-ce que la manière d'enseigner et le choix des matières a évolué par rapport aux années précédentes, même au sein de la même université, même au sein du même cursus? Oui, bien sûr, parce que maintenant, même dans une faculté comme une faculté de lettres, il faut que les étudiants lisent beaucoup. De mon temps, nous devions nous procurer ces lectures, rechercher des livres, parler avec des gens appropriés. Mais maintenant, grâce à Internet, et ça c'est l'une des qualités d'Internet, qu'il y a beaucoup de défauts entre nous, mais l'une des qualités d'Internet, c'est de mettre à la portée des étudiants des choses qu'ils doivent lire, des thèmes, des sujets qui vont enrichir leur culture. Et puis, maintenant, tout le monde a accès, c'est tellement facile. Par exemple, parce que vous avez parlé beaucoup de médecine, par exemple, on voit même, on a la possibilité, grâce à Internet, de voir des interventions chirurgicales. La possibilité aussi de voir le bloc opératoire avant même de commencer les études qui feront les futurs chirurgiens, par exemple. La manière aussi dont l'anatomie est enseignée aux étudiants de médecine a évolué. Il y a maintenant des modèles de cours où ils ne vont pas peut-être tout de suite travailler sur des cadavres pour voir comment le bras est constitué, le genou, etc. Tout cela maintenant est possible en ligne, pendant le cours, avant le cours et pendant que les étudiants reprennent ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur a montré. Bien sûr, tout cela est un plus par rapport à ce qu'avaient les étudiants il y a 20 ans de cela. Docteur Hana Fahmi, à la lumière de la période de la pandémie, il y a eu quand même quelques nouvelles perspectives selon lesquelles il y a eu un enseignement sur ligne, il y a eu des examens sur ligne. Dans quelle mesure ceci va, si on peut le dire, instaurer un changement permanent? Est-ce que tout d'abord le changement sera permanent? Est-ce que ceci a démontré qu'on pouvait enseigner d'une manière différente ou une fois que la pandémie prend fin, vous allez préférer le système tout à fait conventionnel? Écoutez, tout dépend de la matière qu'on enseigne. Il y a par exemple des matières
qui sont défavorisés quand c'est en ligne. Par exemple, la matière que j'enseigne, c'est la traduction simultanée et consécutive. Il est difficile d'avoir les mêmes résultats en enseignant en ligne, alors qu'il est beaucoup plus profitable d'être dans un laboratoire avec des étudiants qui sont dans des cabines et on leur propose des textes pour la consécutive et des textes pour la simultanée et ils s'exécutent devant le professeur et leurs camarades qui sont avec eux dans le laboratoire ont la possibilité de les écouter. Bien sûr, la manière personnelle de voir les étudiants d'une manière réelle et non pas virtuelle tout simplement, bien sûr, à mon avis, c'est mieux. Pour toutes les autres matières, l'enseignement en ligne n'est pas nécessairement mauvais, mais d'après ce que j'ai vu moi-même avec mes collègues et en entendant d'autres étudiants, d'autres facultés et donner leur opinion, je crois que ça n'a pas été un grand succès jusqu'à présent. Peut-être pas aussi parce que le cadre des professeurs universitaires n'ont pas été formés pour cela et que nous sommes en train de nous débattre pour savoir comment réussir à insuffler ces connaissances grâce à la méthode en ligne. Mais peut-être que ça va s'améliorer. Mais je pense que lorsque les étudiants sont présents et non pas virtuellement présents, continuera à être meilleur, du moins peut-être pour les gens de ma génération. Et enfin, il faudra voir au bout de 2 ou 3 ans qu'est-ce que le en ligne a fait. Vous voyez? Et là, on pourra vraiment dire si c'est bon, si c'est mauvais, si c'est moyennement bon, si on peut améliorer la manière d'enseigner en ligne au lieu d'enseigner en présentiel. À la présence des étudiants, rien que les contacts humains. D'ailleurs, je pense que dans les écoles, ça n'a pas été aussi un succès. Les étudiants, les jeunes élèves plutôt, certains doivent avoir leurs parents à côté d'eux parce qu'ils n'arrivent pas à manipuler l'Internet. Ceux qui sont, par exemple, à même de le faire et qui ont 10, 12, 14 ans, je crois qu'on ne peut pas vraiment se défaire du présentiel. Le virtuel, peut-être, parce que maintenant c'est la pandémie, mais bon, allez, je vous parle d'école. Revenons à l'université. Même à l'université, le présentiel pour les relations humaines est très important. Oui, docteur. Peut-être pas tout à fait à 100%, mais important, ça, il faut le reconnaître. Oui, docteur Hana Fahmi, il y a eu une génération ayant obtenu le bac durant la période de la pandémie. Comment évaluez-vous leur niveau? C'est-à-dire dans quelle mesure ils ont réussi à la lumière de la pandémie et à la lumière de l'enseignement virtuel qui a précédé l'obtention du bac? Dans quelle manière pensez-vous qu'ils ont été suffisamment préparés pour l'université? Ou à votre avis, il y a quand même un manque compte tenu de la situation? Je crois que c'est au ministère de l'Enseignement à donner premièrement son opinion. Le ministre semble dire, ou dit plutôt, que c'est bon, mais il reconnaît implicitement qu'il y a des étapes à franchir avant que ces étudiants aient leur bac et d'une manière vraiment satisfaisante. Je crois qu'il leur a manqué certaines choses. Mais heureusement qu'on a commencé. Le ministre a raison. Il faut, à cause de la pandémie. Et quand la pandémie, grâce à Dieu, sera tout à fait dépassée, on pourra vraiment
donner une opinion. Moi, personnellement, je ne connais pas d'étudiants du secondaire ayant passé leur bac l'année dernière, par exemple, ou qui vont passer leur bac cette année. Je crois que c'est le ministère, avec les inspecteurs et les professeurs qui ont vraiment exercé leur talent sur le virtuel, à dire leur opinion et vraiment formuler un avis qui soit vraiment crédible. Mais moi, je ne sais pas. Pour le secondaire, ne me demandez pas. Mais je peux vous dire que pour ma matière à l'université, les étudiants, je n'ai pas réussi. J'ai réussi à leur inculquer des principes, une méthode à suivre pour faire de la traduction simultanée ou de la consécutive, mais bien sûr que je préfère le présentiel. Oui, tout à fait. Et donc, si je vous demandais d'évaluer l'expérience universitaire des étudiants tout au long de ces 2 dernières années, 2 années d'incertitude, 2 années de présentiel et de virtuel, comment évaluez-vous leurs acquis? Bon, moi je suis sûre qu'ils ont appris quelque chose, mais j'aurais pu mieux leur enseigner en présentiel. Et d'ailleurs, ils ne cessent pas de me téléphoner pour me dire « Vous nous manquez le labo avec votre présence et la présence de nos collègues, ça nous manque. » Alors ça, c'est leur avis qu'ils m'ont donné en toute franchise et honnêteté. Oui. Personne ne sait quand est-ce que cette pandémie va prendre fin. Est-ce qu'il y a des préparatifs pour améliorer le système virtuel pour les années prochaines? Ça oui, nous essayons de notre mieux. Quand nous avons commencé à mettre en place le virtuel, nous avons commencé avec Zoom. Puis nous avons passé maintenant à un système qui coûte beaucoup plus à l'université et qui est le Blackboard. Et nous essayons de nous adapter. Vous voyez, c'est un travail continuel. Et nous avons des perspectives aussi que nous essayons d'atteindre aussi. Mais nous faisons de notre mieux. Je crois, dans notre département, mes collègues, moi-même, et dans les autres facultés, et dans les autres universités, je crois que tout le monde est au travail pour faire mieux. Nous ne pouvons pas dire que maintenant, vraiment, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. C'est pas vrai. Nous débattons pour donner une meilleure valeur à notre enseignement et atteindre mieux les étudiants et leur inculquer plus de connaissances et de méthodes à suivre pour en acquérir davantage. Vous savez, moi, je dis à mes étudiants, j'essaye de vous montrer comment faire, mais je ne suis pas en train de vous faire du bourrage de crâne. Bien sûr, je choisis les textes de telle sorte, en arabe ou en français, que le texte lui-même leur apprenne un vocabulaire, une façon de s'exprimer, et je les corrige tout le temps maintenant, même en virtuel. Mais ils doivent savoir, je dis à mes étudiants, vous devez savoir que pour être de futurs interprètes, il n'y a que l'exercice qui compte. Et c'est vous qui vous améliorerez plus vous exercez, comme on dit en bon français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Oui. Ma dernière question, Dr Hana Fahmy, va porter sur les soutenances de thèse, de doctorat et de master. Dans quelle mesure ces soutenances ont eu lieu durant la période de la pandémie? Oui, il y a eu des soutenances, mais il y a moins de présence. Tout le monde, il y a eu des soutenances en présentiel, mais en virtuel, ça n'a pas été vraiment un succès. Bon, de toute façon, on peut évaluer l'étudiant, parce que l'étudiant de magistère ou de doctorat est suivi
tous les mois, toutes les semaines presque, avec son patron de thèse. Alors là, on arrive d'ailleurs, c'est seulement quand le patron de la thèse dit que cette thèse est digne d'être soutenue que la soutenance a lieu. Bon, donc nous connaissons déjà un étudiant qui va présenter pour sa maîtrise ou pour son doctorat, nous le connaissons et son directeur de thèse, son patron, le connaît très bien. Alors là, il s'agit presque d'un protocole qui termine un travail qui a duré 3 ans, par exemple, ou plus pour le magistère, 5 ans pour un doctorat. Alors là, quand on arrive à la soutenance, nous savons déjà si c'est un excellent, un très bien, un bien, ou bien si ce n'est pas soutenable. Alors là, nous le disons en cours de route. Mais je peux dire que la soutenance, même s'il y a quelques failles pendant la période de pandémie, mais la soutenance, c'est le couronnement d'un travail qui a duré bien avant la pandémie et pendant la pandémie. Voilà. Est-ce qu'il y a des démarches à entreprendre de manière à faciliter les choses pour du moins l'année prochaine, en attendant de voir les résultats des vaccins et d'avoir une amélioration au niveau de la pandémie? Je crois que oui. Notre doyen et le président de l'université et les grands leaders de nos universités sont là et ils se démènent pour avoir les meilleures conditions d'enseignement et pour avoir des étudiants bien formés et que rien d'important ne leur manque une fois leur diplôme en main. Docteur Hana Fahmy, vous êtes professeur à la Faculté des Lettres à l'Université du Caire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, il y a là une expérience double, si on peut le dire. D'abord, l'évolution normale qui devait avoir lieu pour faire évoluer les cursus et pour faire évoluer le système d'enseignement de manière à aller de pair avec le monde, étant donné que l'Égypte opte aussi pour l'internationalisation des diplômes de manière à faciliter l'accès des étudiants égyptiens ultérieurement l'accès au marché du travail à l'étranger. Donc, pour faciliter les équivalences et pour faciliter leur présence, ils optent quand même à se plier aux critères internationaux de manière à internationaliser les diplômes obtenus en Égypte. Et d'un autre côté, évidemment, la pandémie a fait en sorte qu'il devait y avoir un nouveau système, un nouveau moyen virtuel ou bien en minimisant la présence en groupe ou le travail de groupe de manière à assurer les acquis des étudiants tout en préservant leur santé. Évidemment, personne ne sait quand est-ce que cette pandémie va prendre fin. Ceci a nécessité aussi d'entreprendre des démarches de manière à avoir un système ou un niveau et à être préparé et ne pas laisser les choses à l'improviste. D'ailleurs, les choses ont été prises à l'improviste, évidemment, quand le monde a été frappé par la pandémie et comme l'a mentionné notre invité, les professeurs n'étaient peut-être pas préparés pour ce système d'enseignement, pour ce système d'examen, ni les étudiants d'ailleurs. Mais ça fait 2 ans qu'il y a une sorte d'évolution, d'essais, d'erreurs et de correction et espérons que les choses iront d'une façon meilleure et beaucoup plus facile ultérieurement et de manière à réaliser, si vous voulez, un amalgame ou un équilibre entre le présentiel et le virtuel. Ceci dit, il faut dire que l'objectif du projet national de l'enseignement est de reconstruire le citoyen égyptien et de réinventer la société pédagogique dans son ensemble. Évidemment, l'enseignement, c'est la pierre de base de la formation d'un être.
que ce soit depuis la maternelle ou jusque le cycle universitaire et même en obtenant des diplômes post-universitaires. Et donc, c'est un projet qui doit être ambitieux. C'est un projet dont les frais sont affichés à un montant exorbitant. Mais c'est là où le gouvernement va être vraiment très généreux, étant donné qu'il s'agit de la formation des futurs adultes. Alors, le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement et de l'Enseignement technique d'ailleurs, qui est au cœur des priorités de l'État, Tariq Shawqi a déclaré que l'objectif du projet national de l'enseignement est de reconstruire le citoyen égyptien et de réinventer la société pédagogique dans son ensemble afin que l'écolier marque plus d'intérêt pour l'enseignement et la créativité surtout. Et nous avons là plus d'informations dans ce compte rendu.